sort des sentiers battus et on découvre des sports méconnus. Charles Laviolette, tu travailles au Parc naturel régional de Portneuf et aujourd'hui, on est au pavillon d'accueil de la grotte de Saint-Casimir, le Trou du Diable, pour parler de spéléologie. Qu'est-ce que c'est exactement? C'est à la fois une science et un sport. On peut dire que c'est une activité. Puis même en tant que science, il y a plusieurs sciences de représenter dans la spéléologie. Donc la zoologie, la botanique, il va y avoir même la psychologie. Avec les gens claustrophobes. Oui, entre autres, oui, c'est Oui. ça. Avant tout, c'est un lieu, hein? C'est sous terre, c'est l'étude des SPA, c'est-à-dire c'est l'étude des cavités souterraines. Donc tout ce qui va se rapporter au souterrain a lieu d'être dans la spéléologie. OK. Puis à Saint-Casimir, on a la deuxième plus longue grotte au Québec. Comment elle s'est formée exactement? Comment c'est arrivé ici dans la région? Du point de vue géologique, dans le comté de Portneuf, c'est intéressant parce qu'on est dans une province géologique qui est dominée par le calcaire, un calcaire qui est très propice à la formation de grottes. Il faut comprendre d'abord qu'une grotte, par définition, c'est toujours formé par l'eau. Okay? Quand c'est pas formé par l'eau, c'est une caverne. C'est-à-dire les éboulis, les volcans, les glaciers font des cavernes, des cavités souterraines naturelles. Et il n'y a que l'eau pour faire des grottes. Puis le calcaire, comme on a dans la région ici, on l'appelle le calcaire de Trenton, c'est une pierre qui est soluble dans l'eau. Donc l'eau va attaquer le calcaire pour être capable de se frayer un chemin là-dedans. Puis il faut comprendre que c'est lié aux aires glaciaires, dans le fond. La dernière ère glaciaire date de près 100 000 ans, donc entre moins 100 000 puis moins 12 000 ans. Puis c'est à ce moment-là, à la fin de l'ère glaciaire, de la dernière ère glaciaire, que s'est formée la grotte. La pierre est beaucoup plus ancienne. Le calcaire a 380 millions d'années. La grotte a seulement 12 000 ans. C'est un bébé grotte. C'est très, très jeune comme grotte. Un bébé grotte qui est très long. Est-ce qu'elle va s'allonger encore? Est-ce qu'elle pourrait être plus longue, plus courte? Est-ce qu'elle peut être modifiée, en fait, à travers le temps? Oui, une grotte, ça se modifie très, très lentement, mais on va observer ici que la grotte est encore active. C'est-à-dire qu'il y a encore de l'eau qui circule dans la grotte, puis il y a plusieurs conduites. Donc oui, il y a des possibilités que puis la grotte, elle se forme à chaque jour. Évidemment, des modifications majeures sont longues à faire, puis surtout qu'il n'y a plus beaucoup de débit de nos jours. Il faut s'imaginer, pendant la dernière ère glaciaire, on avait 2 km de glace au Québec au-dessus de la tête. Donc quand ça fond, c'est un gros débit d'eau. Fait que la grotte s'est formée très rapidement à ce moment-là. Elle a continué à se former tranquillement par après. OK. Puis quand on fait ici la spéléologie amateur, parce qu'on peut le faire en visite guidée, il y a aussi des professionnels qui viennent, qu'est-ce qu'on peut découvrir dans notre visite? Ah, OK. Il y a beaucoup de choses qu'on peut trouver dans la grotte. On peut trouver la peur. Premièrement, c'est ça que la plupart des gens... On peut découvrir notre peur pour les petits espaces? Oui. On peut trouver son courage aussi. Parce que, bon, on va voir des araignées. Vous allez voir que l'eau est plutôt froide. L'air se maintient entre 4 et 8 degrés dans la grotte. En plein été, en plein mois de juillet, il ne fait pas plus que 8 degrés. Puis même l'hiver, au mois de février, il ne fait pas en bas de 4 degrés dans le milieu de la grotte, loin des entrées et des sorties. Fait qu'il va y avoir des insectes, il va y avoir des poissons, des amphibiens. On peut tomber face à face avec un castor, un raton laveur. La grotte ici, c'est un peu la grotte école au Québec. Ah oui? C'est vraiment une grotte d'initiation. Elle est très variée. Fait que, il y a des conduites humides, il y a de l'eau, il y a des conduites sèches. On peut faire de l'escalade, il y a des fossiles, la pierre. Il y a différents types de pierres. Ici, le calcaire, il n'est pas partout pareil. Donc c'est une grotte qui est très variée, qui est très intéressante. OK, il y a vraiment toutes sortes de choses à voir. Une visite standard, ça peut prendre combien de temps, aller voir la grotte? Bien, nous, au Parc naturel, on offre la visite touristique qui dure 1h30. Ça, c'est vraiment une visite d'initiation. Je pense que c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. Et puis, il y a la visite aventure qu'on appelle, qui dure plus 3 heures. OK. Puis c'est ça. Fait que là, dans la visite aventure, on va vraiment explorer 95 de la grotte. Là, puis il y a la moitié du parcours qui se fait pas debout. Ah oui, OK, d'accord. Qui se fait en rampant, si je comprends. Oui, ou à quatre pattes ou un petit bonhomme, là, mais pas debout. Ouais. OK, super. Et comment ça a commencé, Charles, les visites de la grotte ici? C'est certain que même du temps des Autochtones, ils devaient fréquenter ou connaître la grotte. On sait qu'on a des preuves qu'au Québec, les chamans utilisaient les grottes comme à Misticini, exemple. On a trouvé des artefacts de rituels chamaniques. On sait que les Autochtones s'intéressaient aux grottes. Puis c'est pas loin de la rivière. Il devait y avoir un sentier dans le coin, pas loin. Donc c'est sûr qu'ils fréquentaient la grotte. Puis il y a toute une histoire, il y a toute une tradition autour de ça. Le curé est déjà monté en chair, le curé de Saint-Casimir, pour prévenir ses paroissiens de ne pas aller dans la grotte, qu'il allait trouver le démon. Ah oui, hein, le démon, est-ce que tu l'as déjà vu dans la grotte? Je pense pas, non.
Mais les gens disaient qu'ils entendaient le démon. Ah oui, OK. Oui, cool. On appelle ça les pas du diable. C'est un phénomène avec l'eau, puis il y a des clapotis, ça fait des pas. Les gens disaient qu'ils sentaient le diable parce qu'il y a beaucoup de charognes, il y a des vaches qui tombaient là-dedans, des animaux morts, ça sentait la charogne. Même. Fait que les gens avaient toutes les raisons de penser que le diable était bien là. Puis même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a 2 conscrits là, qui ont disparu dans la grotte. Ça, c'est une légende. Je n'ai jamais trouvé c'était qui exactement. Il y a beaucoup de choses à dire. Puis c'est ça, donc les gens venaient ici un peu librement pendant longtemps. Puis dans les années 90, la Société québécoise de spéléologie a acheté le site. Évidemment, les souterrains au Québec, là, c'est des claims, là, c'est des claims miniers. Là, donc on ne peut pas acheter le souterrain, mais on peut acheter le terrain. Ouais. Fait que, donc en 96, ils ont acheté le terrain. Ils ont commencé à faire des visites un peu plus encadrées avec des guides. Et puis Action Plan d'eau plein air de Saint-Alban là, a commencé à s'occuper des visites en 2009. Puis le parc naturel a pris le relais en 2014. Ah, c'est super. Ça permet vraiment aux gens d'aller découvrir ce patrimoine-là qu'on a tout près de chez nous. Et en plus, c'est unique au Québec, là, pratiquement. Ouais. C'est très fréquenté. C'est 3000 visiteurs par année qu'on a. Là, wow, quand même. de partout. Là. C'est un produit d'appel. Absolument, absolument. Merci beaucoup, Charles, et on va aller voir ça. D'accord. Saviez-vous que les courses de canot à glace sont une tradition héritée du Carnaval de Québec? C'est en 1955 que se tient la première édition de ce festival hivernal. Au cœur de la programmation, la course de canot à glace entre Québec et Lévis. C'est une étape cruciale pour ce moyen de transport qui, dans la seconde moitié du 20e siècle, devient un sport. Au fil du temps, les embarcations se sont raffinées. Construites d'abord en bois, elles sont maintenant en fibre de verre et même en composite. À la fois robustes pour résister aux glaces et légères pour améliorer leur vitesse, leur design est en constante évolution, au grand plaisir des canotiers et canotières. Encore aujourd'hui, pour apprendre les rudiments de ce sport, on doit se faire initier par un senior. La transmission est au cœur de la pratique. C'est d'ailleurs pourquoi, en 2014, les courses de canot à glace sont désignées comme un élément du patrimoine immatériel identitaire du Québec. Chaque année, 7 courses sont au programme du Circuit québécois de canot à glace. Et la première est entre Portneuf et Lotbinière. Une excellente occasion de découvrir ici même cette tradition centenaire. 3, 2, 1, go! Bonjour Noé, on se trouve aujourd'hui sur la piste de l'aérodrome du Club de vol à voile de Québec à Saint-Raymond. Vous êtes instructeur et passionné de planeur. D'abord, qu'est-ce que c'est ce sport-là? Alors le planeur, c'est un sport aérien. C'est pas comme l'avion qui est un moyen de transport qui nous permet d'aller d'un point A à un point B. Le planeur, on part d'ici, puis on revient ici. Et puis on va se promener dans les nuages et on va faire les vols. Notre objectif, c'est de faire les vols le plus long possible, ou le plus haut possible, ou le plus vite possible. Et ça n'a rien à voir avec le deltaplane. À chaque fois que je dis que je fais du planeur, on dit « Ah ben oui, tu fais du deltaplane ». Non, un planeur, comme vous le voyez là, c'est comme un avion, mais il a 15 mètres d'envergure. D'un bout de l'aile à l'autre, il a 15 mètres d'envergure. Et ça peut planer. C'est pour ça qu'on appelle ça un planeur. Ça plane comme les oiseaux rapaces, comme les urubus ou les buses, des grands oiseaux noirs avec des ailes qui ne bougent pas, là. Ils tournent et ils montent sans battre des ailes. Okay? Ils utilisent des courants ascendants, des courants d'air chaud, c'est comme une bulle d'air chaud qui monte, qui peut monter à 300 ou 400 pieds par minute. Alors qu'un planeur, ça tombe tout le temps, mais ça perd à peu près 100 pieds par minute. Alors quand on vole, et puis on perd 100 pieds par minute dans de l'air qui monte à 500 pieds par minute, eh bien au net, on est en train de monter à 400 pieds par minute. Et comme ça, on peut faire des distances de 100, 200 km. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui a fait 480 km avec son planeur. Il est parti d'ici, il est allé tourner à Saint-Donat, à côté du Mont-Tremblant, et il est revenu. Okay. C'est pas tous les jours qu'on peut faire ça. Ça. Vous avez vu aujourd'hui, là, les vols sont plus courts parce que les conditions ne sont pas là. Quelles sont les meilleures conditions pour voler? Il faut du soleil et il faut du ciel bleu et un peu de petits nuages qu'on appelle les cumulus de beau temps. Okay? Quand le ciel est couvert à 3/8 de nuages et puis que le reste c'est du ciel bleu, là le soleil peut chauffer le sol. Okay? En chauffant le sol, il y a des endroits où ça va chauffer plus qu'ailleurs. Par exemple, au-dessus d'un stationnement de supermarché, quand on marche là, on sent que c'est beaucoup plus chaud, alors que quand on marche sur l'herbe,
c'est beaucoup moins chaud. Donc au-dessus d'un stationnement, par exemple au-dessus d'une surface claire, le soleil va chauffer le sol et le sol va chauffer l'air plus là qu'ailleurs. Ça va faire une bulle d'air chaud dans de l'air frais. Et l'air chaud, c'est plus léger que l'air frais. Donc la bulle d'air chaud va vouloir monter. Okay, et nous, on va en profiter de ces courants d'air chaud qui montent là, et ce qui nous permet de monter avec la bulle d'air chaud. Et puis, une fois arrivé à une certaine hauteur, là, il y a un petit nuage, le cumulus de beau temps. Là, on ne peut pas aller dedans parce que si on était deux, on ne se verrait pas. Okay? Alors, une fois arrivé là, on regarde où est le prochain nuage et on va descendre, parce qu'on descend tout le temps, vers la prochaine ascendance et là, reprendre notre altitude et ainsi se promener d'un endroit à l'autre. Et là, il faut dire, un planeur, ça n'a pas de moteur, donc c'est un avion de papier, oui, presque. Oui. Et comment ça fonctionne? En fait, on se fait transporter au début. C'est ça. Au début, il faut quand même amener le planeur à une certaine altitude. Okay. Alors, il y a deux possibilités. Soit avec un avion remorqueur, c'est-à-dire qu'il y a un avion qui est devant, une corde de 200 pieds qui est accrochée au nez du planeur. Et puis, arrivé à une certaine altitude, quand le pilote de planeur, il dit « Oh, c'est un bel endroit », il ouvre le crochet et il se libère de l'avion. L'avion revient au sol avec sa corde. Et là, donc, on va pouvoir se promener et puis voler 20 minutes, une demi-heure, 2 heures. Quand on est bon, ça dure plus longtemps. On le disait, vous êtes instructeur. Oui. Comment on apprend à conduire un planeur? Quand quelqu'un s'inscrit au club, on est un club à but non lucratif. Donc, tout le monde est bénévole, il n'y a aucun salarié. Okay? On se suffit à nous-mêmes et tout le monde est bénévole. Il y en a qui sont instructeurs comme moi, il y en a qui sont pilotes de l'avion remorqueur, il y en a qui font d'autres tâches, mais tout le monde participe à la tâche pour que ça nous coûte le moins cher possible. Et quand quelqu'un vient s'inscrire au club, 5 minutes après, il est dans le planeur avec un instructeur, premier vol, pour lui montrer comment ça se passe. Et dès le deuxième vol, on lui apprend à tourner à gauche, à tourner à droite. Ça se pilote exactement comme un avion. Okay? Les instruments qui sont dans le planeur, c'est les mêmes instruments qu'il y a dans le tableau de bord d'un avion. Il manque juste le compte-tours pour le moteur. Et puis la poignée des gaz. Mais autrement, ça ressemble à un avion, si bien que le planeur, c'est un moyen très économique d'apprendre à piloter. La passion du planeur, en fait, vous en faites depuis très, très longtemps. Comment vous avez connu ce sport-là? Ça paraît mon âge, hein? J'ai commencé à l'âge de 17 ans. En fait, j'ai découvert l'aviation par l'aéromodélisme. Okay? Et un jour, le surveillant à l'école qui nous a emmenés faire voler nos planeurs en modèle réduit, il a fait ça à l'aéroport où j'habitais. Okay? Et là, on a visité le club. Puis là, j'ai eu la piqûre. Et puis là, dès que j'avais du temps, je montais au club et puis j'ai appris à piloter le planeur. Et c'est une passion. Okay? Il y en a qui, pour se détendre, ils vont aller dans le bois et marcher dans le bois. Nous, on va se promener entre les nuages. Oui, on va faire l'oiseau, là, puis on l'a vu, on peut être très jeune en faisant du planeur. Notre pilote d'aujourd'hui a 15 ans oui. Et n'a pas son permis de conduire, mais oui. a son permis de planeur. En l'air, il n'y a pas de ligne jaune à respecter, il n'y a pas de feu rouge. On est en pleine liberté, si vous voulez. Il y a d'autres choses qu'il faut respecter, mais c'est un sport qui responsabilise beaucoup les adolescents, les jeunes, si vous voulez. On apprend à faire les choses bien. Si on ne les fait pas bien, on se tue. Alors, on est vigilant. C'est ça, on a juste une chance pour atterrir. Oui, c'est ça. Mais donc, il faut être très responsable, si vous voulez. Mais c'est tellement un privilège de pouvoir voler. Il n'y a pas beaucoup de clubs au Canada. Si vous voulez, il y a une quinzaine de clubs. On est le dernier club à l'est du Canada. Il n'y en a plus après. Okay? Ah oui, hein? Le prochain, il faut aller à Saint-Dominique à côté de Saint-Hyacinthe ou à Hawkesbury à côté d'Ottawa. Mais c'est quelque chose qui prend du temps à créer et le club existe depuis 65 ans. Ah oui, c'est vraiment une institution, effectivement, à Saint-Raymond et on est vraiment chanceux d'avoir ça dans la région de Portneuf. Merci beaucoup, Jo, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ça fait plaisir.